Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose la présentation de Rurik Dawn of Kiev, ce jeu pour 1 à 4 joueurs où il est possible d'y jouer en solitaire dans le mode solo que le jeu propose. Mais aujourd'hui, je vous propose davantage un survol de ce dernier. Non, le mandat de la vidéo n'est pas de vous apprendre nécessairement à jouer, mais plutôt de piquer votre curiosité, vous donner quelques informations sur les mécanismes qui sont utilisés, les différentes stratégies qu'il est possible d'emprunter, et peut-être qu'au terme de cette vidéo, vous serez en mesure de déterminer s'il s'agit d'un jeu qui pourrait vous intéresser ou non. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Donc, Rurik Dawn of Kiev est un jeu qui prend beaucoup de place sur une table. Et pour les raisons de cette vidéo, j'ai décidé de concentrer le plus d'éléments de jeu possible pour vous permettre d'avoir un bon aperçu de ce que le jeu propose, des différents éléments de jeu, tout ça en gardant un plan fixe. Alors présentement, ici, vous voyez le plateau central qui est divisé en différentes régions. Il y a toutes sortes d'éléments de jeu qui sont mis sur le côté et même sur le plateau. Donc, jugez par vous-même que normalement, en cours de partie, on n'aurait pas de paquet de cartes sur le plateau, ni même de plateau individuel de joueurs, d'aide-mémoire. Normalement, tout ça serait placé sur les côtés. Nous avons déjà une mise en place qui est effectuée ici selon la configuration du nombre de joueurs autour de la partie. On aura des régions qui seront inaccessibles. Donc, présentement, en utilisant les 8 régions centrales, les régions vertes, on a déjà une configuration à 2 joueurs qui est prête. Nous avons des ressources qui sont placées sur chacune des zones, des rebelles également, et les joueurs, pendant la mise en place, vont effectuer leur déploiement. Ils vont pouvoir déposer des troupes leur appartenant et leurs héros sur le plateau de jeu. Vous devez savoir que les joueurs vont également récupérer une panoplie d'éléments de jeu leur appartenant individuellement au début de la partie. On a les héros, donc les héros sont des personnages asymétriques avec des pouvoirs qui pourront être récupérés de façon aléatoire ou en fonctionnant avec un draft au début de la partie, ce sera à vous de déterminer, mais également vont récupérer des cartes agenda, des cartes objectifs, ils devront en sélectionner une, ce sera leur objectif secret d'ici la fin de la partie à atteindre, leur ouvrier avec différentes valeurs, des soldats, les 3 types de bâtiments qu'il est possible de construire, ainsi que leur plateau individuel sur lequel ils pourront placer les différents éléments de jeu qu'ils vont récupérer, comme entre autres les ressources, mais également ce magnifique jeton premier joueur. Maintenant, c'est le temps pour moi de vous expliquer comment on joue de façon générale. Alors, j'attire votre attention sur le plateau qui est juste ici. Je vais le rapprocher, ne serait-ce qu'un peu, ou je vais vous en donner un aperçu d'un peu plus près. Nous avons donc 6 actions différentes. Et à tour de rôle, en suivant l'ordre de tour, les joueurs vont devoir récupérer l'un de leurs ouvriers et le placer dans l'une de ces colonnes. Alors, c'est bien simple, je récupère un ouvrier et je décide l'action que je voudrais effectuer. Et c'est tout. C'est maintenant à mon adversaire de procéder. Il va récupérer un ouvrier de la valeur qu'il le désire et nous allons toujours placer notre ouvrier dans l'emplacement le plus haut qui est disponible. Il y a des exceptions, on y revient dans quelques instants. Alors, mon adversaire pourrait décider de faire ça. Donc, en faisant notre placement, on n'effectue pas tout de suite nos actions. On va faire notre planification et une fois que ça sera fait, après ça, nous allons les résoudre. Ce serait donc à moi de placer mon ouvrier dans une autre colonne qui est libre. Je pourrais placer ça ici. Et mon adversaire pourrait à ce moment placer un ouvrier de valeur 4 dans une colonne où je suis déjà. Si la valeur de l'ouvrier qu'il place est supérieure, donc strictement supérieure aux valeurs qui sont déjà présentes, l'ouvrier va déplacer celui qui est déjà présent vers le bas et va donc récupérer l'action Muster, juste ici, déploiement, qui est beaucoup plus efficace que celle-ci. Mais ce n'est pas tout. Alors, si je continue à placer mes ouvriers, par exemple, en plaçant mon 1 juste ici, je n'ai pas le choix de me placer sous ce dernier. Mon adversaire pourrait venir juste ici. Quant à moi, je pourrais décider de venir débalancer toute cette colonne et mon adversaire pourrait décider de placer son ouvrier juste ici. Donc oui, la valeur des ouvriers a de l'importance
pour aller réclamer les emplacements les plus efficaces, les plus puissants. Mais ce n'est pas tout, parce que la valeur des ouvriers va également avoir une importance dans la deuxième phase de jeu, celle de résolution des actions. À tour de rôle, les joueurs vont devoir récupérer l'un de ces ouvriers, le retirer et effectuer l'action correspondante. Mais attention, pas n'importe quel ouvrier, toujours l'ouvrier de plus petite valeur. Donc, il s'agit de l'initiative. Alors, pour ce qui est du joueur bleu, je n'aurai pas le choix d'effectuer mon action de construction juste ici avec mon ouvrier 1 en premier. Et une fois que ce serait fait, je retire mon ouvrier. Mon adversaire n'aurait pas le choix d'effectuer son action de déplacement juste ici et on va continuer de la sorte en alternant nos ouvriers. C'est pourquoi la phase de planification est extrêmement importante parce que peut-être que je veux absolument déplacer mes troupes, mais ça ne sert à rien pour moi de placer un ouvrier de valeur 5 si je n'ai pas préalablement des troupes qui sont déployées sur le plateau. Parce que, en fait, ce que je vais vouloir, c'est premièrement réussir à déployer des troupes avec une initiative qui est plus basse et par la suite essayer de les faire se déplacer. Alors, on a une espèce de question de timing dans notre planification, mais également dans la résolution de l'initiative, mécanisme qui est particulièrement intéressant et qui est indispensable de comprendre pour bien saisir le jeu. Si je vous donne maintenant un aperçu global des différentes actions qu'il est possible d'effectuer, l'action Muster va vous permettre de déployer des troupes sur le plateau. Selon le nombre de casques qu'on retrouve à l'action que vous avez décidé d'effectuer, ce sera le nombre de soldats que vous pourrez déployer dans une zone où vous êtes déjà présent. Alors, je pourrais déployer des troupes ici et là sans problème. Bon, évidemment, certains héros vous donneront des pouvoirs qui vont vous permettre de modifier chacune de ces actions. J'attire votre attention sur certaines indications au bas des colonnes. Dans ce cas-ci, on est dans une action qui est beaucoup moins puissante puisque pour effectuer un seul déploiement, je dois être en mesure de payer une pièce d'argent. L'action Move, juste ici, le déplacement, vous l'aurez deviné, vous allez effectuer le nombre de déplacements correspondant. Si j'ai droit à 2 déplacements, je peux dire que je peux récupérer 2 unités qui m'appartiennent et les déplacer dans des régions adjacentes. Donc, je pourrais très bien récupérer ces 2 unités et les emmener juste ici. J'ai fait mes 2 déplacements. Ou j'aurais très bien pu dire à mon héros de se déplacer ici et à cette unité de se déplacer juste ici. Pour ce qui est de l'action d'attaque, parce que oui, il est possible de déclencher des conflits, parce qu'il s'agit tout de même d'un jeu de contrôle de territoire. Donc, pour ce qui est de déclencher des conflits, c'est bien simple. Le nombre d'épées va vous indiquer le nombre d'unités que vous pouvez terrasser. Et il n'y a pas de dé à lancer ou quoi que ce soit. Le nombre d'épées équivaut toujours au nombre de décès que vous allez occasionner. Par contre, vous devez toujours sélectionner quelle unité vous voulez prendre comme cible. Dans cette région juste ici, si je suis le joueur bleu, je peux décider de prendre pour cible le joueur rouge ou le rebelle noir qui est juste ici. Alors si je décide de prendre comme cible le rebelle, il va tomber au combat sans riposter et je vais même toucher la récompense qui est indiquée juste en dessous de cette figurine. Dans ce cas-ci, une unité de bois que je pourrais placer sur mon plateau et le rebelle est retiré complètement de la partie. À ce moment, il me reste une deuxième attaque à effectuer. Je peux l'effectuer dans une autre région sans problème ou je peux décider d'attaquer mon adversaire ici, le joueur rouge. Dans l'éventualité où le héros se trouve dans la zone, je ne peux pas l'attaquer. Je dois toujours prioriser les petits soldats d'abord. Alors le soldat tombe immédiatement au combat. Par contre, puisqu'il s'agit d'un adversaire, il aura toujours la possibilité de riposter. Mais on ne sait pas, à ce moment-ci, si nous allons perdre l'une de nos unités en contrepartie. C'est le moment où entre en jeu une partie de ces paquets juste ici. Lorsqu'on effectue un combat contre un adversaire, on doit toujours piocher un nombre de cartes qui correspond à différentes circonstances. Par exemple, est-ce que mon adversaire contrôlait le territoire au début de l'attaque? Pour savoir si mon adversaire contrôlait la zone, c'est bien simple, on compte son nombre d'unités, plus les forteresses qu'il avait déjà en place, et ça lui donne un taux d'influence dans cette zone. Si c'est supérieur à mon taux d'influence, eh bien, il contrôle la zone. Si mon adversaire contrôlait la zone, je dois piocher une carte
supplémentaires. J'en pioche toujours une par défaut lorsque je déclenche un combat. Et si mon adversaire avait construit une forteresse dans cette zone, je dois en piocher une supplémentaire. À chaque fois que je pioche une carte, je vais consulter le bas de celle-ci. Dans ce cas-ci, il n'y a rien au bas des cartes. Ça m'indique donc que rien ne s'est passé. Il n'y a pas eu de décès dans mes troupes. Par contre, il est possible de rencontrer ce symbole au bas de la carte. Dès que je consulte une carte avec ce symbole, j'arrête de piocher et ça indique un décès, un de mes soldats qui, lors de l'attaque, va périr. Alors, il y a toujours un risque tout de même à ce qu'on perde des unités lorsqu'on déclenche des attaques. Et les attaques vont nous permettre, bien évidemment, de prendre le contrôle des territoires. L'action de taxe, juste ici, va nous permettre de récolter les ressources des différentes zones. Mais attention, tout comme l'action construire qui nous permet de déployer ces belles constructions sur le plateau, des forteresses, des églises ou des marchés, ces actions seront plus efficaces seulement si vous contrôlez la zone. Si ce n'est pas le cas, elles seront moins efficaces. De façon générale, si vous contrôlez un territoire, par exemple, ici j'ai 2 unités contre une, il s'agit donc de moi, présentement le joueur bleu qui contrôle la région de Cheringov, je pourrais utiliser chacun de ces symboles pour effectuer une taxe dans la zone s'il reste des ressources. Alors, je peux utiliser un de ces symboles pour récupérer le poisson. Et dans un autre territoire, par exemple, ici, c'est encore moi qui est au contrôle, je pourrais effectuer une autre taxe pour aller récupérer la roche et récupérer ces 2 ressources. Si je ne contrôle pas la zone, par contre, il me faudra 2 symboles de taxe juste ici pour effectuer une seule action. Alors avec ces 2 symboles, j'aurais pu récupérer le poisson qui est juste ici puisque je ne le contrôle pas. Même principe pour l'action de construction. Pour effectuer des constructions, c'est toujours plus efficace si je contrôle la zone. Alors ici, je contrôle, ici, je contrôle. Je pourrais utiliser ces 2 maillets pour effectuer une construction dans chacune de ces zones. Les constructions sont toujours gratuites, peu importe celle qu'on décide de construire. Je pourrais donc décider de construire une église juste ici. Les églises ont des pouvoirs particuliers. On peut convertir une unité qui se trouve dans la zone. Donc, ce rebelle va se transformer en soldat à mon effigie. Et j'aurai maintenant une église. Plus aucune église ne peut être construite ici. Et dans cette zone, j'aurais pu décider de construire, par exemple, une forteresse. Rappelons-nous que les forteresses nous aident à conserver plus efficacement le contrôle des territoires. Et nous avons finalement les marchés. Les marchés vont nous permettre de récupérer des ressources supplémentaires lorsqu'on fait l'action de taxe. Et finalement, nous avons la dernière action ici, scheme ou complot, objectif. Lorsqu'on fait l'une de ces actions, on pioche le nombre de cartes indiquées et on va en conserver une. Alors les cartes scheme sont celles que je vous ai montrées un peu plus tôt. Il s'agit d'actions ou d'opportunités. Lorsqu'on en pioche et qu'on en sélectionne une, qu'on la garde, les autres vont être placées face cachée juste ici. Donc présentement, j'ai des informations sur s'il y a des décès éventuels. Et ces cartes peuvent être utilisées n'importe quand à mon tour pour effectuer les actions s'y trouvant. Donc présentement ici, j'ai 2 actions taxes gratuites si je décide de jouer cette carte. On a également cette action qui nous permet de récupérer le petit ours qui est juste ici. Une fois que tous les joueurs ont effectué leurs actions et d'ailleurs, on n'est jamais obligé de résoudre une action. Si on ne peut pas, si notre planification a été complètement chamboulée, on peut décider de ne pas résoudre une action pour, en échange, récupérer une pièce d'argent. Mais une fois que tous les joueurs ont résolu leur action, j'attire maintenant votre attention sur le plateau des objectifs. Normalement, les joueurs auront des petites couronnes juste ici. Et au terme de la manche, on va consulter ces 3 circonstances. Le nombre de régions que je contrôle. Dans ce cas-ci, je contrôle seulement 2 régions. Alors, j'augmenterai ma couronne dans l'emplacement correspondant 2 régions. Et en cours de partie, mes couronnes ne pourront que grimper, ne pourront jamais redescendre, même si je perds le contrôle de certaines régions. Ici, on doit avoir des constructions dans des régions adjacentes. Donc, dans ce cas-ci, j'en ai 2. Et ici, ça nous indique le nombre de biens ou de ressources que nous aurons placés sur notre bateau. Alors, on va toujours pouvoir progresser et au terme de la partie, on marquera les points de victoire associés aux emplacements où on est rendu. Nous avons également une petite piste ici pour chaque fois qu'on effectue un combat
contre un adversaire, donc pas contre un rebelle. Nous allons pouvoir avancer sur cette piste, ce qui nous donnera des points de victoire au terme de la partie. On ajoute à ça nos objectifs personnel. Et je crois qu'avec les informations que je viens de vous donner, bon, je n'ai pas parlé de revenus encore, je n'ai pas parlé de l'utilité de placer nos ressources dans le bateau plutôt que sur nos quais, mais je crois qu'avec ce que je vous ai donné comme information, vous avez vraiment un bon aperçu des mécanismes principaux du jeu, s'il s'agit d'un jeu qui pourrait vous intéresser. Si j'ai réussi à piquer votre curiosité, faites-moi le savoir en laissant un commentaire sous la vidéo. Si vous avez bien apprécié le format de celle-ci, je vous invite également à me laisser un pouce vers le haut et considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.